projet mutualisé rassemble 4 collectivités néo-aquitaines et un comité de jumelage, donc la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Châtellerault, qui est chef de file, et 2 syndicats de gestion des déchets, qui sont Evolis 23 et le CIDED 87. Donc c'est un projet qui s'étend de septembre 2019 à mars 2021 et qui est en partenariat avec 4 communes burkinabées qui sont Zignaré, Banfora, Boussé et Kaya. Kaya qui est chef de file au Burkina Faso. Alors ce projet, c'est un processus d'accompagnement qui vise à donner les moyens à la commune de Kaya de mettre en place un système de gestion des déchets adapté qu'elle va pouvoir assumer financièrement et techniquement. Donc ce projet va contribuer à réduire l'impact environnemental des déchets et également, par conséquence, améliorer les conditions de vie des habitants. C'est donc vraiment une réponse au défi de l'adaptation au changement climatique. Alors, il faut dire que la majeure partie des communes burkinabées, dans leur majorité les villes secondaires, sont confrontées à l'augmentation de la production des déchets de type de plus en plus inorganique et dont la gestion recommande de gros moyens. Il faut dire que hormis les communes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui disposent en fait de stratégies ou de schémas directeurs, la majeure partie de ces communes n'en disposent pas. Alors, donc, en termes d'enjeux, il faut dire que aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver à mettre en place des outils adaptés au contexte des différentes communes, arriver à trouver des services techniques très compétents, mais également mobiliser des ressources à même de pouvoir venir en appui à la mise en œuvre des activités plus ou moins identifiées dans le cadre des plans stratégiques que ces communes viendraient à élaborer. L'autre enjeu, c'est l'appropriation de la question par les autorités communales parce que sans un engagement politique fort de la part en fait, des autorités, il est difficile de pouvoir y arriver sur la question. Alors aujourd'hui, travailler dans le domaine de la gestion des déchets solides contribue quand même à réduire un peu, tant soit peu, les effets, les gaz à effet de serre et permettra d'améliorer un peu en termes de gestion des impacts des changements climatiques. Notre territoire, c'est la petite ville de Chauvigny. On avait déjà construit un projet pour aider Banfora dans ce traitement des déchets, un tout petit projet évidemment à la hauteur de notre ville. Et avec ce projet plus important, les écoles en particulier, le collège, ont commencé une sensibilisation sur ce sujet. Et donc je pense que le projet va pouvoir un peu donner de l'ampleur à cette sensibilisation, pas seulement au niveau de Chauvigny, mais d'ailleurs au Burkina Faso et puis dans le monde, puisque l'impact est mondial. Le projet va porter beaucoup à notre commune parce que nous savons quand même qu'aujourd'hui, l'assainissement est la carte de visite d'une commune. Une fois qu'on rentre dans la commune, on voit que c'est sale, on va dire que la gouvernance est mal. Voilà, une fois qu'on rentre, on voit que la commune est très propre, le maire est apprécié. Donc, non seulement ça va apporter la propriété de la commune, une bonne hygiène de vie pour la population, et ensemble, nous voyons quand même que les habitudes vont changer. Dans un syndicat de traitement et de collecte des déchets, on a l'habitude d'intervenir notamment dans les écoles, mais pas seulement, sur des groupes, voire sur des établissements publics. Mais du coup, nous souhaitons mettre un volet international sur cette conscientisation qu'on peut faire au niveau notamment des jeunes, sur la prévention des déchets, sur le gaspillage, sur la question de développement durable et cet impact que nous subissons tous, notamment sur les questions de réchauffement climatique. Nous nous sommes engagés à faire de la gestion des déchets un problème majeur et une réalité. À cet effet, nous avons élaboré le plan stratégique de gestion des déchets qui découle de notre plan communal de gestion, notre plan communal de développement 2017-2021. Donc c'est pour vous dire
qu'avec la démographie galopante, il y a aussi une quantité importante de déchets qui est produite que nous devrons travailler à résoudre. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut que nous allions développement durable avec gestion des déchets. Ce projet bénéficie d'un cofinancement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à travers l'appel à projet Ville durable en Afrique 2019 et de contributions des différents partenaires français et burkinabés. Alors nous avons souhaité accompagner ce projet parce qu'il se déroule en partie sur une région du Burkina Faso avec laquelle nous sommes en coopération, c'est le plateau central. Et donc sur les 4 villes sur lesquelles cette action se développe, il y en a 2 avec lesquelles nous étions déjà en coopération, Zignaré et Boussé. Donc c'était pour nous une évidence qu'il était utile d'accompagner ce projet qui en plus est sur une thématique environnementale, qui fait partie des dossiers, des thèmes sur lesquels nous avons souhaité travailler avec le plateau central au Burkina Faso, qui est aussi une compétence environnementale autour des déchets. Ces projets, les profits sont innombrables. Dans un premier temps, c'est d'abord le renforcement des capacités des acteurs, le renforcement de la gouvernance au niveau de la commune. Et en tant que maire de la commune, c'est mon leadership donc, à la matière qui sera donc renforcé. Et pour nous, les avantages sont nombreux. Et vous savez que notre commune n'a pas un plan de gestion donc, des déchets. Et donc, dans le cadre donc, de ce projet, un plan donc, sera donc, élaboré. Donc, c'est toute une programmatique qui va permettre à la commune de définir les coûts de réalisation donc, de ce plan. Poser les diagnostics, définir les coûts, et ce qui permettra de mobiliser des partenaires pour la mise en œuvre de ce plan. Alors le CIDED est partenaire de ce projet, c'est pour donner suite à une coopération qui a eu lieu entre la région Nouvelle-Aquitaine et le plateau central du Burkina Faso, initié entre 2016 et 2018. Donc on est en continuité de ce programme qui avait été initié. Seit 1972 besteht eine Städtepartnerschaft zwischen Kaya und Herzogenaurach, also seit 47 Jahren. Verstärkt seit 2007 investieren wir und helfen wir im Trinkwasserbereich und in der Abwasserversorgung. Hier arbeiten wir vor allem trilateral zusammen mit der Stadt Châtellerault. Neben der Unterstützung gegenseitig haben wir aber auch inzwischen neue Partner gewonnen, die das ganze Projekt noch mehr unterstützen und tragen. Il y a ici, si vous voulez, une possibilité qui est offerte de travailler avec quelques communes, ici c'était 4 communes, sur une thématique qui est bien précise, c'est les déchets. Et que se passe-t-il? Partage d'expérience. Les communes de la Nouvelle-Aquitaine ont une expérience, mais il est important aussi d'entendre ce qui se passe de la part des communes du Sud, parce qu'elles aussi ont une expérience, sont confrontées à un certain nombre de problèmes. Et c'est de cette façon que l'on peut arriver, si vous voulez, à trouver les solutions, et il faut les trouver d'ailleurs, les solutions pour améliorer l'environnement et pour gérer cette très difficile, je dis bien très difficile, question des déchets. Je voudrais ajouter que cette mutualisation, cette démarche de mutualisation est importante dans le cadre de la réalisation de ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. On se situe aujourd'hui dans cette perspective et il y a une véritable territorialisation, je dirais, des politiques publiques en matière de réalisation de ces objectifs de développement durable. Et c'est ça, si vous voulez, l'intérêt de la démarche mutualisée et donc de ce coopération dont c'est le rôle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Agir pour la planète, quel partenariat entre territoires néo-aquitains et africains pour le développement durable, organisé par l'Institut des Afriques
dans le cadre de la semaine des Afriques qui porte sur les défis écologiques. Nous allons, au cours de ce webinaire, essayer d'approfondir un peu les enjeux qu'il y a autour de la question de l'environnement, des partenariats, des objectifs du développement durable sur les territoires, en particulier africains, mais on verra aussi les liens qu'il y a entre les territoires de Nouvelle-Aquitaine et un certain nombre de partenaires qui existent en Afrique, en particulier au Burkina. On aura l'expression de ce qui se passe au Burkina, on aura l'expression aussi de ce qui se passe aussi au Sénégal. Pour accueillir cette conférence, d'abord je remercie le Muséum de Bordeaux Sciences et Nature qui nous accueille dans un cadre magnifique. Vous pouvez voir derrière nous un certain nombre de spécimens. Si nous sommes ici, c'est parce que il y aura du 10 juin au 10 octobre une exposition, The Prophecy, qui va présenter un certain nombre de photographies de Fabrice Montero autour de la question des déchets, mais sous une forme de comté où vous verrez l'homme rejaillir des déchets. Et je crois que c'est une exposition qui mérite d'être vue. Donc je vous invite d'ores et déjà à réserver dans vos agendas ces dates donc de juin à octobre au Muséum de Bordeaux Sciences et Nature. Alors pour travailler pour parler un petit peu de cet enjeu d'agir pour la planète, nous avons à nos côtés 4 intervenants qui vont se présenter. Je vais leur donner la parole. Donc je vais commencer par Jacques Reynaud. Bonjour, donc je suis Jacques Reynaud, je m'occupe du service relations internationales et coopération décentralisée d'une commune de la région Nouvelle-Aquitaine qui est Châtellerault, tout au nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Ensuite, Ibrahim Han. Alors, bonjour, moi c'est Ibrahim Han, je suis le vice-président du COSIM Nouvelle-Aquitaine et référent du programme Génération Climat d'ailleurs qui se charge des changements climatiques, de travail avec la jeunesse sur les changements climatiques. Et le COSIM? Le COSIM Nouvelle-Aquitaine, qui est le collectif des organisations de solidarité issues des migrations. Très bien, merci. Et Alexandre Hano? Oui, donc bonjour, Alexandre Hano. Moi, je suis responsable du service coopération internationale au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et nous avons avec nous aussi, mais à distance, Binta Diaye. Vous pouvez vous présenter? Bonjour, très heureuse d'être là. Je suis Binta Diaye, j'ai 28 ans, je suis sénégalo-française. Je suis cofondatrice de l'association Mediacart et je me définirais comme une jeune femme engagée dans une société où elle aimerait voir ses enfants grandir. Voilà, donc merci à tous les 4 d'avoir accepté de parler de votre expérience, de nous présenter un petit peu ce que vous avez pu faire. Alors je rappelle les objectifs du développement durable, c'est des grands enjeux qui ont été définis il y a maintenant 5 ans par les Nations Unies et qui visent à essayer de favoriser la transversalité, le travail transversalité entre secteurs, environnement, coopération internationale qui vont nous occuper aujourd'hui particulièrement, mais aussi la question de l'eau, la question de l'alimentation, la question des océans, donc tous ces secteurs transversaux. Les ODD, l'idée est aussi de décloisonner les secteurs, les acteurs que sont les collectivités, que sont les associations, que sont les pouvoirs publics, que sont les entreprises, que sont les universités. Donc l'idée est de travailler un petit peu tous ensemble pour essayer d'améliorer l'avenir des jeunes, en particulier, et c'est surtout pour eux que c'est fait.
Et puis, autre dimension, et là, le rôle de cette table ronde prend toute sa dimension, puisque c'est comment on passe aussi entre différents niveaux, niveau géographique, du local à l'international. Et donc là, on va voir justement comment l'action internationale menée par les acteurs aquitains peut avoir un impact sur des territoires à l'international. Voilà un petit peu les enjeux que nous allons aborder au cours de cette table ronde. Alors peut-être pour commencer, Jacques Reynaud, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ce que c'est qu'un terme barbare qu'on emploie dans notre jargon, la coopération décentralisée, en l'illustrant bien entendu avec votre expérience et là où vous en êtes aujourd'hui, en particulier en lien avec les ODD. Je rappelle que vous faites partie, que Châtellerault fait partie du travail qui est mené, sur lequel il y a eu un film que vous avez pu voir tout à l'heure, Plastique, sur notre chaîne. Et puis juste encore, avant de vous donner la parole, quelques consignes pratiques. Vous pouvez nous poser des questions sur les Facebook de l'Institut des Afriques et sur les Facebook de SoCoopération. Donc n'hésitez pas à les poser. Il est prévu un temps de réponse à ces questions. Donc on attend vos questions. Alors Jacques, je vous donne la parole. Oui, alors la coopération décentralisée, autrefois on appelait ça les jumelages, pour que les gens tout de suite fassent le lien avec des pratiques qui ont eu lieu à l'intérieur de l'Europe, etc. Et puis dès le milieu des années 70, il y a eu l'idée de solidarité internationale a émergé aussi dans ces questions de jumelage, et on a des jumelages qui se forment. Alors historiquement c'est Loudun, dit-on, avec Ouagadougou, d'ailleurs au Burkina Faso également. Dès 76, par exemple, Châtellerault est aussi jumelé avec une communauté qui est la ville de Kaya au Burkina Faso également. Donc c'est déjà une histoire sur laquelle on a un peu de recul. Et je dois dire que moi, par exemple, un jumelage qui existe en 76, qui est fondé, qui est signé, on va dire, en 76, dès 77, je me retrouve à planter des arbres. À l'époque, j'ai 18 ans et je plante des arbres au Burkina Faso, et on voit bien qu'il y avait déjà cette dimension finalement un peu environnementale. C'était l'esquisse des politiques de barrières vertes, de grandes barrières, comment on va lutter contre l'avancée du désert. À l'époque où finalement le Sahel est médiatisé pour la première fois autour, malheureusement, aussi d'une des premières très grandes sécheresses qui ont eu un retentissement, j'allais dire, mondial. Donc on voit bien que déjà il y a cette question d'éducation à la population qui se fait aussi bien pour les populations au Burkina Faso que pour les populations européennes, et qu'il y a matière à échanger, et que cette question déjà préfigure peut-être finalement déjà toute cette question du changement climatique qui finalement sous-tend un peu aussi encore l'action aujourd'hui. Et moi, ma première rencontre, alors si on reste sur la thématique un peu du développement durable, la première fois que je l'entends formuler autour d'un projet concret, c'est avec une association du Burkina Faso qui s'appelle l'Association des jeunes pour leur avenir et le développement durable, et l'AJAD, qui est une association qui existe toujours, qui est devenue un opérateur d'ailleurs de la coopération décentralisée. Et cette association à l'époque mobilise des moyens et mobilise très tôt des moyens de la coopération entre Châtellerault et Kaya pour réaliser le nettoyage du grand marché de Kaya. Donc c'est déjà l'esquisse d'une politique publique en matière de gestion des déchets, et c'est porté entièrement par le mouvement associatif. Les communes, pour l'instant, ont confié en fait la vie de leur jumelage coopération à des associations, et c'est elles qui animent complètement cette dimension de la vie publique. Et puis depuis 95, en fait, ce qui va donner un coup d'accélérateur sur la coopération institutionnelle dans le cas de Châtellerault, où il existe toujours une coopération associative très forte, des mouvements, des associations de jumelage qui travaillent très intensément les unes avec les autres. Mais on peut dire qu'il y a
une sorte de bascule aussi vers des formes de coopération plus institutionnelle entre services municipaux, services de la mairie de Châtellerault et les services municipaux de la mairie de Kaya, parce que la commune de Kaya connaît un mouvement de décentralisation comme toutes les communes du Burkina Faso. Et à ce moment-là, la mairie de Châtellerault est appelée par les associations de jumelage en disant mais qui peut mieux qu'une commune soutenir l'émergence de services de base aux populations liés à une communauté organisée autour d'une mairie, autour d'un maire élu au suffrage universel et donc très proche, chargé d'animer une communauté de base en quelque sorte. Et très très vite en fait, j'allais dire, on a fait du développement durable sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la poésie en l'ignorant complètement. Bref, on s'est retrouvés nous à prendre en main des questions de services de base aux populations ou de structuration de l'autorité communale, et ça s'est traduit essentiellement ces dernières années par des interventions massives sur la question de la fourniture de l'eau potable et de l'assainissement dans une région qui est fragilisée aussi par les changements climatiques de ce point de vue-là, et plus récemment sur la question de la gestion des déchets. Mais on a traité aussi d'autres dimension visant à renforcer la capacité de développement de l'autorité locale à travers l'autonomie énergétique, la fourniture l'accès aux technologies de l'information et de la communication, ou encore des questions d'urbanisme. Là où un transfert un échange de compétences était possible entre services municipaux. Voilà. En gros, ce qu'on peut dire, on est passé par d'abord par une vision. Alors, les ODD nous ont amené beaucoup de choses sur l'approche ODD nous a quand même amené un référentiel commun. C'est ça qui est intéressant avec nos partenaires de Kaya. C'est que on a pu construire des discours communs. Moi, je vois tout à fait le lien entre l'émergence de la préoccupation de l'eau potable et de l'assainissement exprimée par le maire de Kaya et exprimée par d'autres maires du Burkina Faso. Je me souviens, ça c'était à l'aube des années, à l'entrée des années 2010, parce que l'État burkinabé avait vraiment transféré aux communes l'accès à cette compétence, et que là les services municipaux étaient fort dépourvus, enfin avaient très peu de moyens à mobiliser, n'avaient pas les ressources humaines, etc. Donc on a pu là avoir un dialogue très en amont avec nos partenaires pour dire nous, écoutez, oui, on gère l'eau depuis en gros la révolution de 1789. Donc bon, effectivement, il y a plusieurs façons de s'y prendre. En tout cas, on a pu essayer nous d'amener aussi ce qu'on avait à mettre dans le panier du mariage, j'allais dire. Voilà. Et puis en même temps, chez nous, on voit l'impact que ça a eu, c'est que cette action internationale axée sur l'accès aux services de base, aux populations, c'est devenu aussi une composante d'une politique publique locale. C'était devenu, par exemple, un élément de labellisation du territoire châtelleraudais vis-à-vis de l'ADEME, sur un label qui s'appelle Citergy, qui se décline en Energy Cities à l'échelle européenne. Voilà, donc on a vu ce lien se constituer aussi localement entre l'initiative des citoyens. Toujours à côté, il y a toujours une association qui travaille beaucoup sur les questions de développement agricole durable, notamment. Une collectivité qui, elle, intervient plutôt sur la pérennisation des services, essayer de soutenir ces efforts de structuration de services publics à la base. Je sais pas, est-ce que j'ai un peu répondu à... La coopération pour une collectivité, c'est pas naturel. La coopération internationale pour une collectivité, c'est pas naturel. Qu'est-ce que ça apporte à votre collectivité d'avoir ce lien, et y compris dans sa dimension objectif du développement durable?
Alors, le lien, il se fait. Alors, j'ai beaucoup insisté sur sur la coopération au développement, comme on dit, avec dans le cadre de ce partenariat avec la commune de Kaya, mais il y a d'autres relations de coopération pour un territoire comme Châtellerault, aussi avec des collectivités européennes, avec des collectivités nord-américaines. Donc, ce que je veux dire, c'est que le dialogue, du coup, le partage d'expérience, il peut se faire de multiples niveaux. Le partage d'expérience, il est intéressant pour des élus, il est intéressant pour des responsables de services, il est intéressant sur toutes les questions de mobilité, d'accès à l'international qui sont, j'allais dire, dans le cahier des charges maintenant de beaucoup de parcours de scolarité, de parcours de formation professionnelle. Donc, les attentes du territoire répondent d'abord à une demande sociale de proximité, hein, c'est-à-dire une réponse aussi comment le territoire s'empare un peu de cette question d'apprentissage, d'apprentissage des métiers, d'apprentissage aussi de la solidarité internationale, de l'apprentissage du vivre ensemble, de la citoyenneté, et où l'action internationale offre beaucoup de terrains d'engagement possibles, quoi. Et donc offre voilà. Et puis alors après il y a le partage, j'allais dire le partage de savoir-faire qui peut s'installer aussi dans le dialogue. Quand on s'est engagé quand Châtellerault s'est vraiment massivement engagé dans la politique de l'eau, je pense qu'il y avait une préoccupation à la fois à Châtellerault et à Kaya de la question de la diversification de la ressource. À Châtellerault, c'est que l'eau du robinet, elle venait de la Vienne, et qu'on se posait la question, tiens, si on a des problèmes à un moment de pollution dans la Vienne, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et puis à Kaya, il y avait la question, c'était aussi comment on traite des eaux de surface qui alimentent un réseau d'eau publique. Donc les préoccupations, elles sont le dialogue, il est réel, hein, à tous les niveaux de responsabilité, je veux dire, du citoyen jusqu'aux édiles, en quelque sorte. Voilà. Merci, on reviendra sûrement avec d'autres questions tout à l'heure. Alexandre Hano, vous faites partie chargé de mission à la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce qu'est la feuille de route? On entend parler d'une feuille de route Néoterra, ce que c'est et quel lien avec les ODD et quel lien avec la coopération internationale? Oui, en effet, la région Nouvelle-Aquitaine ça a adopté en juillet 2019 une feuille de route dénommée Néoterra, mais qui fait écho à une démarche bien antérieure qui a été engagée par la région dès Aquitaine à l'époque, dès 2011, de prendre en compte cette question du changement climatique, des défis environnementaux. Et donc la région Aquitaine à cette époque a souhaité mettre en marche une démarche plutôt scientifique avec la constitution d'un équivalent d'un GIEC régional, si vous voulez, sur les questions d'abord de climat. Donc il y a eu un groupe de chercheurs qui a été... Pardon ? Oui, et effectivement, dirigé par Hervé Lutreut, qui est également membre du GIEC. Voilà, donc cette démarche s'appelle aujourd'hui Acclimatera, et une démarche similaire a été lancée il y a quelques années, un peu plus récemment, sur la question de biodiversité, donc d'études de l'érosion de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, et cette démarche s'appelle Ecobiose. Et donc aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, il y a en gros 350 chercheurs qui travaillent constamment sur ces questions d'études d'impact du changement climatique sur notre région. Et il ressort de ces études que la région Nouvelle-Aquitaine est une des régions françaises les plus impactées par ce changement climatique, et notamment au cours du XXe siècle, on a subi une augmentation des températures de 1,4 degré. Et donc aussi, comme chacun peut le constater, des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Voilà, donc ce sont toutes les conséquences, avec donc des conséquences aussi sur notre modèle de développement de notre région.
sur des impacts importants sur des secteurs de notre activité économique, sur la viticulture, sur l'agriculture notamment, mais pas que. Et donc voilà. Donc face à ce constat scientifique, il y a eu une décision politique de s'engager dans l'action, parce que c'est pas le tout de constater, il faut derrière agir. Et donc l'exécutif régional a voté en juillet 2019 donc cette feuille de route Néoterra, qui est une démarche transversale à la collectivité qui impacte l'ensemble des politiques publiques que mène la région afin qu'elle prenne en compte cette question du défi climatique et environnemental dans l'ensemble de ses politiques publiques. Et la politique de coopération européenne et internationale, bien sûr, intègre cette dimension et doit avoir comme boussole aujourd'hui cette question du changement climatique. Voilà. Vous pouvez nous donner un peu d'exemples sur ces coopérations internationales? Oui, alors bon là on parle plus spécifiquement de l'Afrique. Donc sur le continent africain, nous avons 4 coopérations décentralisées. Nous avons une coopération avec la région du Souss-Massa au Maroc, correspond à la région d'Agadir globalement. Nous avons également coopération au Sénégal avec 6 départements qui représentent les régions de Fatick et de Diourbel. Une coopération au Burkina Faso avec la région du Plateau central et enfin une coopération à Madagascar avec la région d'Itas. Voilà, donc ce sont des régions qui sont héritées pour la plupart évidemment des 3 anciennes régions qui constituent aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des coopérations alors plus récentes que celle de Châtellerault-Caillac, la région étant une collectivité aussi plus récente dans la décentralisation française. La plus ancienne pour nous c'est celle du Plateau central au Burkina, donc qui est une coopération héritée de la région Limousin. Et puis les autres coopérations, notamment donc Madagascar et Maroc, sont plutôt nées autour des années 2005-2008 à peu près. Et puis la plus récente pour nous est celle du Sénégal. Voilà. Et donc sur ces coopérations, la question du défi climatique et des enjeux environnementaux, ne date pas d'hier. Hein. C'est une question, c'est vrai que dans la coopération internationale qu'on traite depuis assez longtemps. Oui. Mais là où je partage l'avis de Jacques Reynaud, c'est que avec les ODD, effectivement, on a désormais un référentiel commun avec nos partenaires africains, ce qui n'était pas exactement le cas quand même, faut le dire avant. Puisqu'avant on était plutôt sur une logique des objectifs millénaires pour le développement, et donc c'était des objectifs qui ne s'appliquaient qu'aux pays en voie de développement, alors qu'aujourd'hui avec les ODD on est sur un référentiel qui concerne tous les pays de la planète. Voilà. Et c'est vrai que dans les pratiques de coopération, ça change quand même la donne, il faut le dire. On a un dialogue plus d'égal à égal sur ces questions-là, et plus de la part de l'ensemble aussi des partenaires qu'on mobilise nous ici sur le terrain pour travailler dans nos coopérations décentralisées, une compréhension que ces problèmes ne sont pas que ceux de l'Afrique, ils sont aussi ceux de la Nouvelle-Aquitaine ou de la France ou de l'Europe, et que il y a vraiment aujourd'hui cette vision d'un monde partagé qui il y a peut-être quelques années n'était peut-être pas aussi évidente, je pense. Merci Alexandre Arnaud pour cet éclairage. Je propose de passer la parole maintenant à Ibrahima Anne du COSIM Nouvelle-Aquitaine pour qu'il nous rappelle un petit peu ce qu'est le COSIM. Donc c'est d'abord un collectif, mais il va nous dire un petit peu plus ce que ça en est et comment dans un collectif comme le sien, ces questions sont prises en compte et en particulier, il va nous dire un petit peu, je ne vais pas dévoiler, je ne vais pas faire de scoop, donc je vais le laisser présenter aussi les actions qu'il mène, en particulier avec les jeunes. Merci Lucien. Oui, effectivement, le COSIM Nouvelle-Aquitaine, comme je disais tout à l'heure, c'est un collectif des organisations de solidarité issues des migrations qui est né en 2012, qui est une émanation de ce qu'on appelle le FORIM, qui est une plateforme nationale qui est à Paris, qui regroupe plus d'un millier d'associations ou de FOSIM, ce qu'on appelle les FOSIM, des organisations pays. Et les FOSIM existent un peu partout en France, vous en avez plusieurs dans presque toutes les régions. Et nous travaillons ici avec des associations qui ont ce qu'on appelle ce temps de double espace en fait.
c'est des gens qui sont ici en France, qui font des actions ici en France, mais qui font aussi des actions dans leur pays d'origine. Donc ce double espace-là, il est présent c'est dans l'ADN même du COSIM et du FORIM. Et c'est dans ce sens-là que nous menons nos actions ici en France, en accompagnant les associations qui sont ici, qui mènent des actions ici en France, et les projets qui mettent aussi en œuvre dans leur pays d'origine, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont du domaine de l'agriculture, de l'éducation, de la formation, de tous ces éléments-là. Et ensuite, ici, sur le territoire, en tout cas Nouvelle-Aquitaine, ce que nous mettons en place des actions aussi en direction du vivre ensemble, comme on en a parlé tout à l'heure, en direction du vivre ensemble, qui permettent de faire valoir un peu la citoyenneté de ces migrants qui sont ici, parce qu'il y a aussi cet aspect qu'ils doivent avoir, parce que c'est aussi des citoyens qui sont ici, qui ont décidé de vivre en France, et donc il y a cet aspect que nous devons mettre en avant, que nous devons faire voir aussi, parce qu'on a tendance maintenant depuis quelques années à voir aussi cet aspect migration, de l'aspect négatif, mais il y a beaucoup d'autres aspects positifs de la migration qu'on doit mettre en avant. Et dans un autre sens, avec les jeunes, pour ce qui est en faisant un plan en arrière sur les ODD, parce que tout à l'heure, effectivement, Alexandra, quand ils ont parlé, ces ODD qui sont un référentiel commun, effectivement, ça permet de faciliter le travail, ça permet de faciliter la réflexion sur comment on peut faire pour que le développement se fasse là-bas et qu'ici aussi, qu'on puisse ressentir ce développement. C'est-à-dire que dans les deux sens, dans les deux espaces, qu'on puisse travailler ensemble avec le même référentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, comme elle a dit tout à l'heure, des objectifs du millénaire pour le développement qui concernent juste les pays en voie de développement. Et donc, il y avait un déséquilibre dans le travail, dans la fonctionnalité des projets. Et alors là, avec les ODD, c'est beaucoup plus équilibré. Et on peut travailler ensemble dans un état d'esprit quand même beaucoup plus équilibré. Et donc, ce que nous faisons ici, nous, avec les ODD, dans le cadre du programme Génération Climat d'ailleurs, qui est un programme qui a été lancé par la Fondation Nicolas Hulot et le FORIM, et qui accompagne les jeunes, la jeunesse en général, parce qu'on s'est rendu compte que la jeunesse aussi, elle était engagée depuis très longtemps, hein, elle n'a pas attendu aujourd'hui pour s'engager, mais pour le mettre dans un cadre beaucoup plus, on va dire, administratif et beaucoup plus régulier, pour que les actions puissent être aussi, et un impact beaucoup plus important sur les territoires où ils mettent en place ces projets. Donc, ce programme a été mis en avant. Ce programme, il s'adresse à des jeunes de 15 à 35 ans. Donc, là, la fourchette est quand même assez large. Donc, c'est un programme qui va pousser les jeunes à s'engager, qui va les sensibiliser sur l'énergie, sur l'agriculture, sur beaucoup d'éléments en lien avec les changements climatiques. Donc, c'est surtout dans cet aspect-là que ce programme Génération Climat est venu concrétiser des actions qui existaient déjà, mais en les organisant, en disant aux jeunes, voilà, vous avez des idées, vous avez envie de vous engager, venez, on va vous accompagner, venez, on va vous aider dans la réflexion sur le projet jusqu'à la mise en œuvre du projet, que ça soit ici en France ou dans leur pays d'origine. Donc, c'est dans les deux espaces. Toujours, je reviens sur ce double espace qui, nous, est très important pour nous, parce qu'on est ici, mais on n'oublie pas d'où l'on vient. Donc, et même ces actions peuvent se faire ici en France. Donc, parce que le changement climatique, c'est pour tout le monde, c'est pas juste, c'est pour tout le monde. Donc, ils mettent en place ces actions, nous les accompagnons dans ce cadre-là. Nous les accompagnons dans la réflexion, dans la construction de leur projet, dans la mestation du climat, pour qu'ils puissent, parce qu'ils ont les idées, mais comment les mettre en place, ça peut aussi être une problématique. Donc, nous, au sein du COSIM Nouvelle-Aquitaine, nous les accompagnons dans ce sens-là. Et le programme Génération Climat, ça fait depuis 4 ans maintenant, c'est environ à peu près 500 000 € de financement de projet. Donc, un peu partout, toutes les migrations, hein. Donc c'est pas juste les migrations en Afrique, mais toutes les migrations. Donc il faut qu'on ait ça à l'esprit. Donc c'est à peu près 500 000 € de financement qui vont de la déforestation, de la sensibilisation, des déchets, du traitement des déchets. Donc il y a tout type de projets qui ont été financés en solidarité internationale, mais aussi sur le plan local. Donc voilà un peu comment tourne le programme Génération Climat autour de la jeunesse, mais c'est surtout favoriser et faciliter l'engagement des jeunes qui étaient déjà engagés dans certains pays en Afrique, qui étaient déjà engagés, parce que je me rappelle que ce qu'on faisait dans des quartiers, on balayait les quartiers. Comme je disais tout à l'heure, des mairies, les communes ne le faisaient, mais ce sont les jeunes de quartier qui balayaient les quartiers et voilà, prenaient les ordures pour qu'on puisse, voilà. Donc ça, c'est un état d'esprit qui existait, mais comment le formaliser, comment le mettre dans le cadre, et les ODD sont venus faciliter cette organisation. Et donc le programme Génération Climat permet aux jeunes qui sont ici de pouvoir s'engager, qui sont issus de l'immigration, mais c'est des jeunes Français, c'est des Français, qui peuvent s'engager localement dans leur quartier. Nous avions par exemple financé un projet de hip-hop pour sensibiliser les jeunes de quartier sur les changements climatiques. Donc voilà, c'est toujours permettre aux jeunes de s'engager et d'avoir l'esprit d'engagement
dans leur processus de construction et dans le processus d'élaboration de leur projet. Donc voilà comment un peu le programme Génération Climat vient accompagner les jeunes pour qu'ils puissent construire leur projet. Très bien, merci. Je crois que ce que j'entends dans les trois discours jusqu'à présent, hein, c'est les ODD, c'est un cadre de référence commun qui nous aide à construire des choses et aller dans le même sens. Hein. Alors, j'ai envie de poser la question à Madame Diagne. Eh ben vous êtes ici, vous êtes la jeune. Hein. On a tous un certain âge, vous êtes beaucoup plus jeune que nous. Bon, il y en a qui trouvent qu'ils sont encore jeunes, mais c'est vrai, ils sont encore jeunes. Mais justement, vous, comment vous percevez un petit peu tout ça et comment vous, non seulement le percevez, mais comment vous le mettez en action et notamment comment, avec le prix de la fondation, enfin le lauréat, vous avez été lauréate, votre entreprise a été lauréate de la fondation Nicolas Hulot. Comment vous percevez, comment vous mettez en action ça et comment les personnes que vous encadrez, que vous accompagnez dans votre structure, s'engagent pour améliorer la situation de la planète. Ok, vous m'entendez bien? Parfait. Ok, donc je vais commencer par définir un peu ce qu'on fait avec Mediacart. Donc je suis cofondatrice et directrice. Donc c'est une association qui existe depuis 2015 et on développe des programmes interculturels avec des jeunes issus de quartiers sensibles en France. On accompagne aussi des projets de développement de coopératives en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Sénégal. Voilà, on s'engage auprès de la jeunesse et des entrepreneurs qu'on appelle hors système, c'est-à-dire qui travaillent dans l'informel. On essaie de créer des passerelles entre la France, l'Afrique francophone et sa diaspora. On intervient dans l'entrepreneuriat, l'agroécologie, la permaculture, l'innovation frugale, l'élotech, l'engagement citoyen et le développement durable. Et pour nous, les ODD, c'est une référence. On pense que toute personne, structure agissant dans l'économie sociale et solidaire est forcément en lien avec la dynamique proposée par les ODD. Pour moi, les ODD, c'est un outil, une vision qui peut permettre à l'ensemble des populations de vivre dans de meilleures conditions et dans des écosystèmes sains et vertueux. Ça peut permettre de réduire l'écart nord-sud, l'écart riche-pauvre. Et donc, pour Mediacart, c'est une solution et on veut y croire, en tout cas la jeunesse veut y croire et s'engager tout en restant lucide. On sait que les activités humaines sont responsables du dérèglement climatique qui a conduit l'augmentation de la température globale. On sait que nous sommes responsables de l'extinction du nombre d'espèces vivantes et que nous sommes au début de la 6e extinction de masse, qui a plus rapidement que les précédentes, que les vents qui se fondent et que les océans se réchauffent. On sait que les objectifs du millénaire, des petits frères des ODD, ont permis de 2000 à 2015 de belles choses. La réduction du taux de la chlorose, l'augmentation du taux de la fertilisation, des jeunes de 15 à 24 ans, ou encore le recul de la mortalité infantile. Voilà, tout ça grâce aux fruits d'une coopération long terme. Donc pour nous, ça, les conciliations nord-sud et les objectifs communs pour le monde entier. Donc pour nous, il y a l'espoir. Et surtout, on sait également que les 17 objectifs de développement durable, les ODD, sont interconnectés. Quand tu en fais progresser un, ça a un effet bénéfique en cascade sur les autres. C'est ce qu'il faut pour la restauration des écosystèmes et pour autour de la biodiversité. Alors, en tant que jeunes, et notre rôle à nous, la jeunesse, c'est de faire ce qu'on nous a laissé. De ne pas perdre de temps à chercher un coupable, nord, sud, est, ouest, on peut, à agir, trouver des solutions en restaurant et en adaptant les savoirs anciens à des modèles locaux, durables, responsables et éthiques. C'est ce vers quoi on tend. Et avec Mediacart, je pense qu'on l'a compris assez vite. C'est pour ça qu'on a vu auprès de notre génération et d'essayer
projet Perm Échange, qui a bénéficié 2 années de suite du soutien du programme Génération Climat. Nous mettons en place déjà vous pouvez nous présenter dans ce soutien en France que nous accompagnons. On a des problèmes de connexion. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire en 2 mots ce que c'est que Permacol? Est-ce que c'est l'école permanente? Non, c'est un système agricole. C'est un système intégré où on met l'humain au centre. On met l'humain au centre. Donc c'est une manière de faire de l'agriculture où on prend en compte les différents éléments de la nature et la nature et l'humain sont au centre de ces systèmes-là. On va travailler en tout cas en connectant les différents éléments de la nature, les végétaux, les animaux, voilà. C'est le système permacole. D'accord. La permaculture. Donc voilà, on croit beaucoup dans ce système permacole. Du coup, on met en place des systèmes permacoles dans les écoles en Afrique et dans les résidences sociales. On essaie d'inculquer l'agriculture urbaine et ces systèmes-là. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et nous accompagnons aussi les agriculteurs et les coopératives de femmes en Afrique de l'Ouest à renouer avec l'agroécologie et la permaculture, justement. On essaie de faire découvrir aussi de nouveaux modèles de vie en communauté aux jeunes en France comme au Sénégal. Donc l'agroécologie et la permaculture pour nous sont les solutions de demain. C'est des solutions qui vont permettre de produire sainement et qui sont nécessaires au changement climatique, pour la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité. Et on travaille également sur des modèles d'éco-développement économique en partenariat avec des acteurs du Nord. Actuellement, on participe à la réflexion autour d'un nouveau projet nommé Made in Sense, réunissant un consortium d'acteurs entre la France, donc le Rhône-Alpes, et l'Afrique, donc Cameroun, Sénégal, Burkina, pour la transformation et la vente de différents produits agroalimentaires, forestiers, agroforestiers, en France comme en Afrique. Voilà ce qu'on fait. Très bien. Merci. Alors, on va peut-être reprendre quelques questions que j'ai en réserve. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous poser des questions via Facebook, IDAF, Institut des Afriques, ou Facebook, SOCOopération. Jacques, j'ai envie de vous poser une question pour essayer de voir aussi. On a dit les ODD, c'est un référentiel commun. D'accord. Ça, c'est du discours. Ouais. Hein. Dans les actes et dans les faits, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple un petit peu concret où vous travaillez à la fois en transversalité entre secteurs, en transversalité internationale, locale, on l'a vu, ça fait partie de l'ADN de la coopération décentralisée, mais aussi coopération entre acteurs. Vous avez bien fait de pointer le fait que c'était une construction aussi sur un discours. Ça aide quand même vous voyez, à un moment, les concepts, ça aide quand même à consolider très considérablement le contenu des projets. Hein. Enfin, voilà, faut pas. Et donc justement, là, je pense au projet plastique justement dont le film a été présenté, je crois en ouverture de la table ronde. Voilà, c'est un projet. Nous, on l'avait démarré d'abord dans une perspective trilatérale franco-germano. Burkinabé. Donc c'était un projet l'idée c'était de travailler ensemble sur la question de la gestion des déchets, qui est un problème, et notamment sur la problématique du plastique, qui est un problème aussi bien pour les communautés africaines que pour les citoyens allemands que pour les Français également. Donc ça c'est plastique, ça veut dire. Alors plastique, ça veut dire plateforme d'action et de sensibilisation au traitement individuel et collectif des déchets.
Mais en essayant de jouer sur cet anagramme, on voit bien que, j'allais dire, la cible commune des populations et des porteurs du projet, c'était le plastique, surtout quand on sait pas quand on sait plus le traiter, le valoriser, et le recycler en quelque sorte. Donc, en fait, quand on a monté ce projet au départ, il y avait une demande aussi très forte du partenaire burkinabé qui voyait ces canalisations envahies de sacs plastiques, qui voyait les animaux ingérer des quantités de plastique, etc. Et on s'est dit, mais nous, c'est aussi notre... on est confronté à cette question-là aussi dans nos politiques de tri. Quand on travaille à Châtellerault avec des ambassadeurs du tri qui sont sans arrêt en train de ramener, on a vu qu'on avait surtout un énorme problème, j'allais dire, d'information, de sensibilisation, d'éducation des populations, et c'est devenu un aspect extrêmement important, très central dans cette coopération. Donc, il y aura beaucoup d'outils d'information qui sont développés dans le cadre de ce projet, qui maintenant, alors ça, on l'a démarré en 2016-2017 à Troyes, et puis très vite, on a rencontré l'intérêt de plein d'autres gens qui avaient démarré aussi des initiatives, à commencer par la région Nouvelle-Aquitaine à travers sa coopération avec le plateau central, où il y avait des collectivités qui étaient elles-mêmes engagées dans des politiques de gestion de déchets. Ça, Alexandra a parlé de la stratégie Néoterra. On était en plein dedans. Enfin, il y avait une préoccupation commune là à aborder ensemble cette question. Et puis il y avait un syndicat de gestion des déchets en Creuse qui s'engageait dans cette histoire-là, qui s'appelle Evolis 23, et puis un autre syndicat de gestion des déchets en Limousin qui s'appelle le CIDED, qui avait besoin de s'engager également dans cette question, et une coopération Chauvigny-Banfora, qui s'appropriait aussi cette dimension, parce que finalement toutes ces villes secondaires du Burkina Faso en sont toutes au même point. Elles doivent maintenant gérer une politique publique en matière de gestion des déchets, et il y a très peu de ressources pour l'instant mobilisées sur cette question-là. Donc cette dimension d'un programme à la fois de recherche et de développement sur comment on traite les déchets, notamment le déchet plastique, il intéresse les citoyens au Burkina, et enfin il a des impacts au Burkina, mais il a des impacts en France, en Allemagne. Je viens d'une ville qui s'appelle Châtellerault, où a été développée une technologie autour des masques chirurgicaux en plastique, et la possibilité de les retraiter aussi, et c'est une invention portée sur le territoire néo-aquitain par l'entreprise Plaxtil. Donc on voit qu'il y a des impacts aussi où maintenant on essaie de créer des nouveaux matériaux pour essayer de réutiliser ce déchet plastique final, essayer de le réintégrer dans des fonctions différentes, en faire des matériaux, bon voilà. Il y a des enjeux, enfin l'enjeu il est pour tout le monde, et c'est tout à fait dans l'esprit d'ailleurs de l'objectif de l'ODD 17, qui est aussi de promouvoir à la fois les partenariats et d'essayer de promouvoir aussi une meilleure gouvernance sur ces questions. On a tendance aussi à les résoudre aux questions environnementales. Derrière, c'est des questions sociales, c'est-à-dire c'est de la création d'emplois au Burkina et en France et en Allemagne, et c'est des questions aussi de développement économique partagé, j'allais dire mieux partagé à l'échelon européen. Je veux dire, on est dedans. On est en train de faire des objets comme ça. C'est pas du tout une espèce de vision abstraite et qui serait un phénomène descendant comme ça. C'est quelque chose justement qui a eu beaucoup d'applications concrètes dans le quotidien des gens. C'est ce qui était le plus intéressant, je trouve. Je trouve que Binta l'a très bien dit aussi tout à l'heure. Alexandra, vous avez parlé de la feuille de route Néoterra, mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin sur l'international dans Néoterra et les ODD dans Néoterra à l'international, et notamment, enfin, Jacques l'évoquait à l'instant,
la place des entreprises que vous avez mentionné comme ça, mais qui est aussi une dimension importante dans les ODD. Comment tout ça s'articule dans la vision actuelle de Neoterra? Oui, effectivement, Neoterra se décline en fait en 11 ambitions. Bon, je vais pas forcément vous citer toutes, mais bon, qui regroupent les questions autour de l'énergie, autour des déchets, autour de la biodiversité, mais aussi autour des questions sociales et de l'engagement citoyen, et aussi sur les questions de partenariat et comment cette feuille de route ne concerne pas que l'institution régionale, parce que je disais que ça toucher l'ensemble des politiques publiques régionales, mais ça ne concerne pas que la région comme institution, mais comment ça intéresse l'ensemble des acteurs socio-économiques de la région, et donc les entreprises, les associations, les universités, enfin tout ce qu'on veut. Et effectivement, les entreprises sont un des acteurs principaux de cette transition écologique qu'on attend tous, enfin pour lesquels on essaye d'œuvrer. Et les entreprises sont un acteur essentiel, et les pouvoirs publics ont pour mission, un peu par notamment les subventions qu'elles peuvent accorder, d'orienter l'activité des entreprises en la matière. Donc voilà comment ça se décline. Et sur l'action internationale, bien sûr aussi, à travers cette notion de l'ODD 17 du partenariat, et aussi l'ambition de la feuille de route Neoterra, on a pour ambition d'embarquer aussi nous le maximum d'acteurs de notre territoire, parce qu'une coopération décentralisée, c'est pas qu'une coopération d'institution à institution, c'est, comme on a coutume de dire dans notre jargon, c'est une coopération de territoire à territoire. Et donc on essaie d'embarquer l'ensemble des acteurs, sauf que traditionnellement on embarquait plus facilement les acteurs associatifs, pour faire vite, parce que c'était dans leur culture, et voilà. Dans la culture des entreprises, c'est un petit peu différent, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes valeurs, toujours les mêmes objectifs, et donc c'est plus difficile de les embarquer avec nous. Mais effectivement, avec ce référentiel commun maintenant des ODD, qui traverse tout le monde en fait, voilà. Même les entreprises aujourd'hui s'en emparent. Il y a beaucoup de démarches RSE maintenant dans les entreprises aussi. Et dans ces démarches RSE, elles prennent en compte cette question des ODD. Et donc nous, on a également mis en œuvre une feuille de route action extérieure, donc pour notre politique de coopération européenne et internationale, où on a l'ambition d'intégrer de plus en plus les entreprises, le monde économique, dans nos coopérations décentralisées en Afrique et ailleurs, mais notamment en Afrique. Donc concrètement, ça se traduit par des projets souvent pilotes, parce qu'on n'a pas forcément des gros financements, mais donc c'est souvent des projets pilotes où les entreprises viennent faire tester des technologies, si vous voulez, qui peuvent fonctionner dans ces pays africains avec un climat qui est différent du nôtre. Donc il y a besoin d'adapter les technologies qu'elles développent au climat de ces pays, etc. Donc on finance souvent des projets pilotes. Donc là par exemple sur le Burkina Faso, on a un projet pilote autour de l'électrification rurale qui est en train de se mettre en place, rurale solaire. Là on est en train de réfléchir aussi avec d'autres entreprises sur des unités aussi solaires, mais qui traitent également l'eau. Souvent il y a des problèmes d'accès à l'eau potable dans ces pays-là où l'eau est trop fluorée, elle a trop de particules à l'intérieur qui ne la rendent pas potable. Donc il y a des traitements de l'eau qui peuvent être faits, et donc grâce à l'énergie solaire ça peut se développer. Donc on travaille de cette manière pour essayer à la fois d'avoir un développement économique durable, harmonieux, et qui conjugue ces questions de ces impératifs de lutte contre le changement climatique, et voilà. Merci Alexandra. Ibrahima, peut-être deux questions. Une question un peu technique qui est posée par les participants. Génération Climat, est-ce que vous avez une idée du nombre de dossiers retenus, et puis une sur l'articulation qu'on essaie de travailler là entre les différents acteurs,
s'articule avec les politiques publiques, hein, parce que là, on avait deux acteurs de politique publique qui nous disent comment ils travaillent avec d'autres acteurs. Donc, j'ai envie de vous poser aussi la question, comment l'action du COSIM s'articule aussi avec les politiques publiques, qu'elles soient les politiques publiques ici, mais aussi les politiques publiques dans les pays. Enfin, là, c'est pas le COSIM directement, c'est les membres du COSIM, c'est les migrants et leurs actions, comment ça s'articule avec les politiques nationales. Alors, pour répondre à la première question, c'est tous les ans à peu près un peu moins d'une centaine de projets qui sont pour un budget. Ça varie, ça varie vraiment. C'est tous les ans, c'est selon le nombre de projets retenus, il peut y en avoir pour plus de 100 000, plus de 200 000. Enfin, voilà, ça dépend. Ça dépend du nombre de projets retenus. Pour ce qui est de la deuxième question, les liens que nous, enfin, le COSIM, c'est surtout une façon d'organiser les acteurs qui travaillent qui ont des projets en tout cas dans ce domaine-là. Les associations généralement, les associations de jeunes ou des associations qui ont des jeunes et qui ont un projet, que ça soit ici en France ou à l'international. Donc généralement, ce que nous faisons, c'est de les accompagner. L'accompagnement comme on a dit, de la réflexion jusqu'à la mise en œuvre du projet. Et les relations qu'on a ici avec les autorités territoriales et autres, c'est bon, on se connaît. Ils ont souvent, on répond à des appels à projets, que ce soit de la région ou des métropoles ou des collectivités, d'autres collectivités territoriales. Les associations aussi qui viennent nous voir dans le cadre du programme Génération Climat sont sur des territoires. Et donc, ils présentent leurs projets aussi. Si le projet se déroule sur le territoire, forcément, ils ont des relations que ce soit techniques ou financières avec la collectivité territoriale dans laquelle ils travaillent. Et pour ce qui est de l'aspect international, par exemple, pour des pays africains, généralement, on ne peut pas mettre en place un projet tant qu'on n'a pas l'accord de l'autorité qui gère ce type de projet dans le pays où on veut mettre en place ce projet. Sinon, ça risque d'être compliqué. Donc, généralement, ils ont des partenaires locaux, que ce soit entreprises ou d'autres associations qui sont sur place, avec lesquelles ils travaillent. Et donc, ça facilite la mise en relation entre la mise en œuvre du projet sur le territoire et les autorités concernées par ce type de projet. Si c'est de l'agriculture, si c'est de l'éducation, si c'est sur l'énergie, voilà. Donc, c'est comme ça que les associations travaillent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est généralement des gens issus des migrations et c'est souvent des gens qui sont originaires de ces pays. Donc, il y a une connaissance un peu du territoire déjà sur place, ce qui facilite les relations. Et la mienne, c'est pas toujours le cas, mais ça aide beaucoup à faciliter les relations pour mettre en place un projet. Et il est très important à avoir à l'esprit aussi qu'il faut construire des partenariats, avoir des partenaires sur le territoire. Même si c'est pas des partenaires étatiques, mais ça peut être une autre association qui est sur le territoire, mais qui peut faciliter le partenariat avec les autorités locales. Donc c'est comme ça que les projets se font, les associations montent leurs projets et que nous accompagnons parce que nous aussi nous pouvons avoir des relations dans certains territoires par l'intermédiaire de nos membres qui peuvent faciliter cette mise en relation. Et donc, c'est comme ça que ça peut fonctionner. D'accord, merci. Oui, parce que il me semble que un des intérêts des ODD par rapport des objectifs de développement durable, par rapport à la logique des objectifs du millénaire du développement qui prévalait jusqu'en 2015, c'est qu'il y a aussi la possibilité, et même c'est souhaité dans les documents de l'ONU, la possibilité pour les pays de se doter de feuilles de route des ODD, des feuilles de route nationales des ODD. Et je crois que c'est intéressant aussi de voir comment dans les pays, déjà comment nous on a accès à ces données-là, mais surtout où en est chacun des pays avec lesquels on travaille sur ces feuilles de route qui doivent nous emmener jusqu'en 2030. Alors, Binta, justement, sur cette question aussi à la fois des politiques publiques, comment l'action des personnes, ou des entreprises des coopératives, des groupes que vous accompagnez s'articule avec les autres acteurs. Et puis aussi une question d'un internaute, c'est les jeunes, ils en pensent quoi des ODD? Les jeunes africains. Les jeunes,
on est tous africains. Qu'est-ce qu'on pense des ODD? Comme je le disais, c'est un cas. De toute façon, maintenant, par exemple, les structures qu'on accompagne en Afrique, les jeunes entrepreneurs africains ou de la diaspora qu'on accompagne quand ils ont des projets sociaux et environnementaux, les premiers financements qu'on va chercher, ça va être des subventions. Et dans ces propositions-là, les ODD sont déjà inscrites. On va forcément te demander dans quel ODD, dans quel cadre s'inscrit ton projet. Et du coup, tu as déjà une première sensibilité avec les ODD. Et après, du coup, avec cette sensibilité, c'est de s'interroger, de se dire qu'est-ce qu'a pu apporter de positif ce cadre-là, les ODD. Et du coup, je pense que les jeunes qui développent des projets sociaux actuellement sont obligés d'une certaine manière, même s'ils peuvent avoir des doutes ou pas de conviction profonde sur l'outil, sont obligés en tout cas de composer avec. Et justement je pense qu'ils se rendent compte assez rapidement que c'est un bon outil. C'est un bon outil pour justement aller vers un système plus vertueux. Voilà, je pense voilà. Est-ce que je peux rajouter? Oui. Ibrahima veut ajouter quelques points. Si je peux juste compléter, en faire rajouter par rapport à la feuille de route dont tu parlais tout à l'heure, je pense que beaucoup de pays africains se sont emparés de ces ODD quand on en a parlé. Mais vraiment beaucoup de pays africains, parce que au début, comme on a dit, les OMD, les objectifs millénaires pour le développement, c'était uniquement pour les pays en développement. Alors, en se rendant compte que les ODD concernaient tout le monde et que les changements climatiques concernaient tout le monde, beaucoup de pays africains ont mis en place des feuilles de route. Vous avez l'exemple du Rwanda, du Congo et d'autres pays qui ont mis en place des feuilles de route parce qu'ils se sont rendus compte que ce développement, c'est général, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut s'en sortir si on met en place ces politiques de développement. D'où certains pays qui ont interdit les plastiques chez eux, je pense le Rwanda l'a fait, je pense la Mauritanie, je ne sais pas si le Sénégal l'a fait, mais beaucoup de pays l'ont fait. Donc c'est cette prise de conscience de la jeunesse, des jeunes qui s'engagent aussi dans les changements climatiques, voilà, il était là, mais les ODD ont facilité la compréhension et la mise en place de feuilles de route dans beaucoup de pays africains a facilité ce travail entre les collectivités territoriales ici en France, les associations des diasporas qui sont ici en France et les partenaires qui sont en Afrique. Merci Ibrahima. Une autre question d'un internaute qui s'adresse à Jacques. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement les Burkinabés de plastique? Alors, les Burkinabés des zones concernées. Hein. Ouais, alors, je rappelle pendant que vous pouvez poser des questions, continuer à poser des questions sur les Facebook IDAF IFED. Je vais pas forcément avoir le retour de la population directement, voilà, parce que effectivement, je vais avoir, ça va transiter par le feedback que j'ai, c'est celui aussi que nous font les opérateurs locaux. Alors les opérateurs locaux, c'est effectivement il y a la mairie de Kaya, mais il y a une ONG burkinabé qui est l'opérateur technique général sur ce programme, qui s'appelle le Centre écologique Albert Schweitzer, donc qui est une ONG de droit burkinabé, dirigée par des Burkinabés, et qui est notre le principal non seulement opérateur technique, mais qui a apporté qui a eu une contribution essentielle, on va dire, sur la construction du projet. C'est eux qui ont nourri, je veux dire, toute la réflexion qui émane du terrain burkinabé. Donc on est en gros, on est devant un problème, mais c'est comme un peu chez nous, on est devant un problème de changement de comportement. Souvent la coopération, elle se traduit par ça. La question c'est comment pour le maire, sur quelles ressources je peux m'appuyer pour mettre en place une politique de déchets, donc ce qui nous envoie à des trucs pas très rigolos,
une taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou une redevance, ou sur quoi on va asseoir ça. Donc quelque chose qui peut être pénalisant, je l'entends, pour la population. Donc ça fait partie des réflexions qu'on mène, hein, effectivement. Mais pour la population, elles sont fortement en demande d'espaces publics plus salubres, mieux entretenus, parce que ça crée des conflits. La question des déchets est aussi source de conflits, de voisinage, de mauvaises relations à l'intérieur de certains périmètres particulièrement affectés. Donc, c'est des questions très sensibles pour les citoyens urbains de Kaya. Voilà. Alors nous, après, ce qu'on a, c'est le retour aussi des jeunes qui vont s'engager dans des actions de médiation, de sensibilisation, comme le rappelait Ibrahima. Il y a beaucoup de politiques publiques au Burkina qui ont abouti à des engagements massifs d'organisations de jeunes qui, en même temps, veulent prendre en charge le destin de leur territoire, et donc ils s'engagent dans des campagnes de nettoyage massif des espaces publics. Voilà, mais donc on sent bien qu'il y a une attente d'une partie de la population. Nous, on l'a vu depuis plusieurs années parce que ça fait un moment qu'on soutient cette politique de déchets. Ça a d'abord été les attentes des commerçants sur le marché, des consommateurs qui voulaient avoir un marché aussi plus propre, mieux entretenu. Enfin, vous voyez, ça passe par des choses extrêmement concrètes. Donc, je pense que le retour sur la population, il est très immédiat en quelque sorte. Une question aussi d'un internaute ou d'une internaute, je ne sais pas, pour Alexandra. Est-ce qu'il existe des partenariats néo-aquitains avec des territoires d'Afrique autres que francophones? Non. J'avais une question subsidiaire. Quelle est la démarche? La réponse est courte. Non. Pour l'instant, il n'y a pas. Non. Au niveau de la région. Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, dans nos partenariats de coopération décentralisée avec l'Afrique, non, on a que des régions francophones. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'on a un président de région qui est très attaché aussi à la francophonie. Donc c'est ce qui explique sûrement ses choix. Voilà. Ces choix-là, et puis c'est vrai que d'une manière générale, les coopérations décentralisées sont plutôt francophones que en Afrique en partie, notamment. Hein. Oui. Que anglophones, éventuellement lusophones. Encore plus rarement. Encore plus rare. Merci pour cette réponse courte. J'ai une question aussi. C'est là, on a l'impression que, bon, grosso modo, ça marche assez bien ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Si. Enfin, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on essaie qu'il n'y ait plus de problème, et c'est toujours compliqué. Donc, ce serait bien aussi de dire quels problèmes on rencontre quand on fait ça. Binta. Les problèmes qu'on rencontre. Quand on fait quoi? Les difficultés qu'on rencontre que les porteurs de projets que vous accompagnez, les difficultés qu'ils rencontrent pour aller plus vite, pour que ça réussisse plus vite. Quels sont les freins? Du coup, le plus vite ne marche pas. Si on rentre dans des solutions durables, long terme, il faut être patient. Il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de tests et de prototypes à mettre en place, et les difficultés auxquelles ils vont être confrontés, c'est peut-être le manque d'inspiration. Quand tu vas à contresens et que tu as tout un pays qui commence à faire de l'agriculture chimique, et que tu veux ramener la permaculture, qui est un ancien système connu de l'Afrique, mais ramener en étant jeune ces nouveaux modèles, ça prend du temps. La terre aussi, elle te met à l'épreuve. Elle te dit bon, bah vous m'avez laissé perdre toutes mes substances de très longtemps, et maintenant vous voulez que je me renouvelle, et du coup c'est des années, on va dire, de sacrifice au départ,
d'arriver à un résultat qui est bien, puisque quand tu donnes à la terre, après quand tu récoltes, ça va vite après. Mais du coup c'est beaucoup de sacrifices, et après c'est aussi les financements. Ce qui va manquer en Afrique, c'est des modèles, des modèles d'éco-développement, des modèles de financement où tu dépends pas forcément que d'un côté ou de l'autre, que tu cherches pas. Enfin, les subventions, ça peut aider, mais c'est pas tout entrepreneur qui va réussir au départ à avoir des subventions. Il faut amorcer un premier financement, et quand tu as des problèmes du quotidien, c'est très dur de sortir un fonds propre au départ. Donc en fait, c'est toute une réflexion à avoir aussi sur comment on peut ramener encore ces modèles d'autofinancement, de crowdfunding qui marche très bien et qui peut être adapté à l'Afrique, comment on peut impliquer la diaspora. Donc voilà, les problèmes qu'on va avoir, c'est la patience pour remettre en ordre un peu l'écosystème et des modèles de financement durable pour les entrepreneurs africains. Merci. Jacques. Ouais, moi je dirais, moi, les difficultés qu'on a, alors ce qui me vient en tête tout de suite, c'est que parfois ça a été d'une part d'identifier les bons interlocuteurs, de les trouver, c'est trouver les acteurs qui vont pouvoir être efficaces aux côtés de nous, de nos partenaires traditionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut à côté de la mairie de Kaya pour réussir tel ou tel projet, identifier des compétences en fait. C'est souvent là-dessus qu'on bute, c'est-à-dire quand on aborde des secteurs un peu innovants, il nous est arrivé de pas avoir d'interlocuteurs qualifiés, en tout cas parmi parmi nos partenaires. Donc il a fallu soutenir le projet très en amont, en fait, pour que le partenaire se dote de la compétence. Très concrètement, quand le maire de Kaya a eu à construire un service technique municipal de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, son principal problème, c'était de trouver son chef de service. Voilà, tout simplement, parce que les ingénieurs hydrauliciens dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ils n'imaginaient pas qu'il pouvait y avoir des débouchés professionnels dans des collectivités locales. Ils s'imaginaient plus au sein de la haute administration publique ou à travailler chez des ONG. Donc voilà. Voilà le type de difficultés très concrètes qu'on a. Après, on peut avoir aussi des niveaux de mise en œuvre opérationnelle, aussi bien d'ailleurs parmi nos partenaires ici en Europe que parmi nos partenaires africains, parce que le circuit est compliqué. La communication, elle est pas toujours évidente. Se faire comprendre, c'est pas toujours facile. Donc déclencher la participation, Binta le disait, de tel ou tel type de partenaire, c'est pas toujours facile. Il faut accéder aussi à des instruments de financement. Tout ça, ça fait partie des difficultés. Je pense qu'on partage tous, quoi. Hein. Ça pousse pas sur les arbres, quoi. C'est le même type de problématique, hein. En fait, c'est pour le même type de projet que Binta et autres. C'est surtout d'arriver à trouver déjà une adhésion au projet. Et il faut que déjà, là où on va mettre en place le projet, qu'il y ait déjà une adhésion du projet, de la compréhension du projet, et puis prendre le temps. Faut pas être pressé. Et pour ce qui est de l'Afrique et des Africains en général, il y a aussi l'aspect maintenant comment on va essayer d'organiser les diasporas pour faire participer les diasporas économiquement et techniquement dans le développement de l'Afrique. Ça, c'est une autre question, mais qui est fondamentale pour l'Afrique aujourd'hui. Sur les projets que nous portons, comment on va faire pour que cette diaspora puisse s'organiser et participer financièrement et techniquement. Quand tu parlais tout à l'heure de compétences, il y a ça, c'est ces compétences
Beaucoup n'y sont plus, malheureusement, mais il y en a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il faut arriver à faire de sorte que ces compétences puissent rentrer en Afrique, puissent apporter leurs compétences en Afrique dans les projets que nous mettons en place et arriver à faire de sorte qu'il y ait une adhésion globale, une adhésion générale dans le projet porté, aussi bien par les autorités que les partenaires. Trouver à construire des partenariats durables sur le temps pour qu'on puisse construire des projets avec impact de longue durée, quelque chose qui pourra rester, apporter des développements, apporter des changements, notamment quand on parle des changements climatiques. Les changements climatiques, c'est dans le temps. C'est pas demain qu'on va changer les choses. Donc il faut prendre le temps de construire et de faire adhérer les gens au projet. Donc c'est le type de difficulté, je pense, auquel, en ce moment, en tout cas, ce qui concerne les projets dans le domaine du changement climatique, auquel on est confronté. Je pense presque pour tout type de projet d'ailleurs. Ouais, si je peux compléter, c'est vrai que la problématique du temps est importante, ça peut peut-être paraître étrange, mais en fait, déjà effectivement, il faut du temps pour l'adhésion, pour construire des solutions. Et puis, comme on voit, on est tous sur des coopérations qui datent pour beaucoup de très longtemps, et ça montre qu'en fait, il faut du temps aussi pour accompagner des collectivités locales à se structurer. La décentralisation en France, ça s'est pas fait en un jour. D'ailleurs, c'est toujours, un processus continu, j'ai envie de dire. Et en Afrique, c'est la même chose. Les collectivités locales sont encore plus récentes et c'est très long d'aider des collectivités à se structurer, à se renforcer. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et l'autre problème auquel on est un peu confronté aussi, en disant mais ça fait des années que vous faites ce travail, comment c'est qu'on n'en voit pas en gros les résultats, pourquoi il y a toujours les problèmes, c'est que souvent on est tous à des échelles extrêmement locales en réalité, que ce soit les jeunes qui agissent dans leur village ou leur quartier, ou Châtellerault-Caya, nous sur des territoires peut-être un peu plus grands, mais ça reste quand même relativement localisé, et on touche des milliers de personnes grâce à ces projets, mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan malgré tout, et c'est en gros comment on arrive à partir d'initiatives locales, comme le disait Binta, à changer les choses à un autre niveau, parce que nous on a beau tous faire de l'agroécologie par exemple dans nos programmes, aussi nos programmes de coopération décentralisée, ça fait des années qu'on fait de l'agroécologie, mais quand on est face à des États qui promeuvent effectivement une agriculture chimique, ou même d'autres bailleurs internationaux qui financent des programmes d'agriculture intensive, forcément, ce qu'on fait, c'est bien. On a des résultats auprès des populations avec qui on travaille, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan face à des États qui n'ont pas forcément les mêmes visions, les mêmes priorités politiques. Et donc, c'est aussi tout un travail de plaidoyer qui doit être mené, que ça soit par les jeunes, les citoyens et nous, autorités locales, qui agissons dans le cadre de la coopération décentralisée, pour que les États changent leurs orientations politiques et qu'elles s'inscrivent pleinement dans les objectifs de développement durable. Et par exemple, si on parle d'agriculture, d'agroécologie. Voilà. C'est fondamental ce qu'elle vient de dire sur le travail de plaidoyer, qui est très important, d'où l'intérêt d'engager les jeunes issus des migrations d'ailleurs, de dire que voilà, nous revenons dans nos pays d'origine, nous faisons des choses, donc sensibiliser les populations, sensibiliser les autorités locales pour qu'ils puissent s'impliquer et justement faire évoluer les politiques publiques vers un sens, on va dire d'agroécologie ou autre, mais vers un sens quand même un peu plus raisonné, pour que le développement puisse être partagé. Et je pense que c'est fondamental d'appuyer cet aspect sensibilisation et plaidoyer de la jeunesse, mais aussi de la diaspora auprès des autorités locales, aidées par justement les collectivités territoriales qui sont en coopération décentralisée. Je pense que c'est un aspect fondamental qu'il faut mettre en avant pour faire avancer justement les mentalités et les politiques publiques qui peuvent être mises en place. Oui, je crois, moi, ce qui me semble, ce que je note dans ce que vous dites, c'est comment est-ce qu'on met en cohérence tout ça entre les différents niveaux. Avec les ODD, c'est aussi des différents niveaux, et c'est comment tous ces niveaux s'articulent. Et non seulement s'articulent, mais sont en cohérence. Jacques, oui, moi j'ajouterais. Je crois qu'on a perdu Binta. Je pense qu'elle va revenir. Moi j'ajouterais effectivement, puisqu'on est tous engagés là à l'occasion de cette table ronde, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest.
etc. On sait bien que c'est une région qui est en ce moment dominée aussi par des questions générales de sécurité. Hein, voilà, faut pas se raconter d'histoire. Hein, en ce moment, mener des politiques de développement au Sahel, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Il faut le revendiquer. Il faut le revendiquer en disant on peut pas laisser les gens pourront pas s'en sortir tout seuls, ni eux ni nous. Voilà, ça c'est sûr. Et puis dans les stratégies, on voit bien globales qui sont menées par les gouvernements, par l'action multilatérale. On parle toujours des deux piliers, le pilier sécurité, donc lutte contre le terrorisme, et puis un pilier développement aussi pour que les populations aient une perspective d'avenir, tout simplement. Voilà. Donc nous, on essaye d'amener modestement aussi, finalement, on est des acteurs de ce pilier de cette jambe du développement qui doit être opérationnel, simplement. Et peut-être aussi, et je nous renvoie ici, sur le territoire ici, comment est-ce qu'on peut communiquer? Alors on a évoqué le plaidoyer, hein, mais c'est aussi quel rôle on peut avoir vis-à-vis des citoyens français et peut-être, parce que c'est un Châtellerault allemand, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les citoyens, les habitants de nos territoires à ces questions-là? Est-ce que ça, c'est pas aussi un enjeu important justement pour réussir à développer de nouvelles dynamiques? Mais en tout cas, on essaie tous de mettre plein de projets en place autour du volontariat, qui permettent aussi qui permettent à des groupes de jeunes de s'investir directement dans des projets en partenariat avec des Allemands, avec des Burkinabés. Dans le cadre du projet plastique, par exemple, l'été prochain, on envisage une espèce d'académie où on va regrouper des jeunes des 3 pays. Alors, ce sera modeste, hein, on va avoir une dizaine de jeunes de chaque pays, mais qui vont être amenés à échanger ensemble et à construire ensemble des projets qu'ils choisiront eux-mêmes. On les surdétermine pas, mais on va les mettre en situation, en tout cas, de se réunir et de produire ensemble des projets collectifs, toujours sur cette thématique de la gestion des déchets, parce que c'est pour l'instant ce qui nous a réunis, en tout cas en partie, quoi. Voilà. Et peut-être rajouter que sur le projet plastique, il y a aussi des actions d'intervention dans les écoles, il y a un gros de sensibilisation donc des jeunes de Nouvelle-Aquitaine sur cette question des déchets dans sa vision globale, c'est-à-dire la question des déchets en France, en Allemagne et au Burkina. Donc il y a un gros travail qu'on mène avec l'association Curiose là-dessus. Donc il y a beaucoup d'associations qui est basée à Poitiers. Basée à Poitiers, voilà. On a beaucoup d'associations dans notre région de solidarité internationale et d'éducation populaire qui mènent des actions dans les établissements scolaires, les centres de loisirs, enfin tous les lieux public pour sensibiliser le public jeune, mais on a aussi beaucoup d'associations qui s'investissent dans des campagnes de sensibilisation, une qui s'appelle le Festival des Solidarités ou une autre qui est assez connue qui s'appelle Alimentaire. Voilà, ces campagnes se déroulent au mois de novembre et avec beaucoup d'animations auprès du grand public qui sont menées. En tout cas, la région Nouvelle-Aquitaine a une action de soutien, de subvention de ces associations pour qu'elles puissent mener ce type de projet. Voilà. Effectivement, elle a raison. Je pense que de toute façon, quand on parle de changement climatique, de coopération ou autre, c'est tout le monde qui est concerné. Les déplacés climatiques, ce sont des choses qui peuvent concerner tout le monde. Ce sont des éléments, quand on parle de déplacés climatiques, que ce soit en Europe ou en Afrique, les déplacés climatiques concernent tout le monde. Et donc, ce qui est important et fondamental à voir, c'est les sensibilisations des jeunes dans les écoles, les collèges et les lycées. Je pense que ça, c'est un point sur lequel il ne faut pas transiger. Il faut faire de la sensibilisation pendant le festival de solidarité, effectivement, dans nos cousines Nouvelle-Aquitaine participent et fait des actions.
Donc, le fait de travailler, d'aller justement vers les jeunes, c'est pour ça que le programme Génération Climat aussi est aussi important parce qu'il va vers les jeunes. Donc, on sensibilise dès le plus âge de 15 ans à 35 ans. Donc, cette sensibilisation permet de concerner les jeunes qui sont ici parce que c'est des programmes qu'ils peuvent mettre en place ici même en France et qui concernent les jeunes. Et ces programmes, ils peuvent les faire en relation avec d'autres jeunes qui sont, par exemple, au Burkina ou ailleurs. Donc, ils peuvent travailler ensemble en relation sans être sur le même territoire, sachant que les problématiques touchent les deux territoires. Donc, c'est cette sensibilisation qu'il faut avoir à l'esprit auprès des élèves, des collégiens, des lycéens, même à l'université, pour cette prise de conscience globale sur l'impact que les changements climatiques vont avoir, aussi bien en Afrique ou ailleurs, qu'ici en France et qui nous concerne tous. Alors, j'avais une question, alors je pense qu'elle s'adressait plutôt à Binta, mais je pense que vous allez peut-être pouvoir y répondre. Comment les projets qui s'inscrivent dans le cadre des ODD peuvent être facteurs de citoyenneté dans les quartiers populaires? Alors peut-être qu'en fait la question, je sais pas l'internaute s'il a posé la question pour les quartiers populaires ici ou pour les quartiers populaires là-bas, mais je crois que la question, moi je la pose dans les deux cas. Je pense que pour ce qui concerne les quartiers populaires, tout à l'heure, je disais, je donnais l'exemple d'un projet qui a été financé dans le cadre du programme Génération Climat par des jeunes qui font du hip-hop dans des quartiers populaires pour sensibiliser au changement climatique. Donc voilà, ça c'est déjà, et des jeunes qui mettent, parce qu'il y a des jardins, comment on les appelle, des jardins partagés ou des jeunes qui sont dans les quartiers. Les jeunes, ils sont concernés. On a vu l'année dernière, je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, des jeunes qui nettoyaient leur quartier et qui faisaient des trucs par Facebook. Et ça passait comme ça. Les jeunes, ils nettoyaient leur quartier. Donc, ils sont aussi concernés, mais peut-être que la sensibilisation, l'information sur l'impact des changements climatiques, ça peut, parce qu'effectivement, on a parlé des ODD, c'est quelque chose de transversal. Donc, il n'y a pas qu'un seul élément qui fait que, voilà, ils se sentent concernés, mais il faut que l'information arrive. Il faut que la sensibilisation arrive auprès de ces jeunes pour qu'ils puissent s'en emparer et mettre en place des actions. Sachant qu'ils mettent en place déjà des actions dans pas mal de villes en France. Les jeunes, beaucoup de jeunes ont été financés dans le cadre du programme Génération Climat, mais dans leur quartier, en France, dans les quartiers populaires. Donc, ils sont quand même concernés. Bon, après, peut-être que il n'y a pas une grande publicité auprès de ces jeunes dans les quartiers populaires, dits populaires, mais ça existe. Ces jeunes sont encore engagés. Oui. Bon, on peut juste constater que en tout cas, les marches pour le climat, ça a plutôt été un phénomène générationnel, mondial. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a une génération. De toute façon, ils savent bien que les combats qu'ils vont avoir à mener, c'est là. Alors après, chacun en fonction de ses sensibilités politiques va croire plus en l'entreprise, va croire plus à des mouvements communautaires, va croire plus. Mais je veux dire, il y a des enjeux. On a une génération qui est très consciente, je pense, des enjeux devant qu'elle va devoir affronter. Et donc le lien entre solidarité, entre dialogue international et action locale, il se fait assez naturellement avec ce filtre-là, avec ces enjeux devant eux, quoi. Oui, moi je pense que effectivement c'est peut-être plus une question de génération que de lieu de vie, et qu'effectivement de toute façon les jeunes des quartiers populaires sont voire peut-être même parfois plus impactés par ces questions environnementales que d'autres jeunes, parce que voilà, les conditions de vie fait que c'est peut-être vécu encore plus durement. Donc je pense qu'ils sont tout autant intéressés, engagés sur ces questions-là. Binta nous a rejoint après le petit problème technique. On s'interrogeait, c'est une question d'un internaute, sur le lien entre ODD et développement de la citoyenneté dans les quartiers populaires. Je sais pas, vous avez entendu les réponses là, hein, J'ai entendu les différentes réponses et je rejoins ce que disait Ibrahima. C'est la sensibilisation, il faut la faire dans les écoles et auprès de ces jeunes de quartiers dits sensibles qui s'activent. Et on le voit sur les réseaux sociaux. Leur force, c'est ils vont voir des dans leur cas.
je peux pas parler au nom de tous les jeunes, mais je pense que on s'interroge, et les jeunes, en tout cas, je le vois de quartiers dissensibles à partir de 16 ans, s'interrogent sur le changement climatique, sur la transformation. C'est des choses qu'ils voient à la télé, et donc du coup, c'est comment on peut agir à notre niveau, comment on peut agir à notre échelle avec nos problèmes du quotidien, comment on peut s'emparer de ce problème qui est le réchauffement climatique. Et donc il y a plein de petites actions que les jeunes font déjà et qui vont diffuser dans les réseaux sociaux, et après c'est comment les accompagner à aller beaucoup plus loin, donc dans leur engagement citoyen, et d'après leur engagement citoyen, leur parler au niveau international, au niveau mondial. Tu peux rejoindre une grande communauté l'idée par des ODD, et tu peux contribuer au changement. Donc oui, nous c'est pour ça nous intéresse vraiment de travailler avec les écoles, les résidences sociales de notre quartier, de mettre en place justement tous ces des petites actions citoyennes et qui sensibilisent à la fois les jeunes et à la fois les parents. Et c'est un bon moyen de partager l'information, effectivement. Merci Binta. Alors peut-être le temps tourne, on va être obligé de s'interrompre, mais j'ai une dernière question, la même pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans les 9 ans à venir pour atteindre les ODD? Vous avez 20 secondes. À la prochaine réunion des Nations Unies. Non, mais vous faites bien de rappeler quand même à tout le monde qu'on sera tous d'une certaine façon évalués là-dessus en 2030, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même maintenant s'y mettre. C'est déjà le ODD, c'est quand même un thème qui a déjà 5-6 ans. Voilà, et on a l'impression qu'on est encore en train de promouvoir un concept sur lequel justement l'ensemble, en tout cas des États, se sont mis d'accord. Rendez-vous en 2030 pour voir comment on a vraiment concrètement avancé. Donc, à part le fait que tout le monde puisse s'en emparer du haut en bas de la société, il y a pas 36 solutions, voilà, d'une certaine façon. Moi, je voulais ajouter aussi, je pense que ce qui peut être un facteur extrêmement important, c'est la facilité de la circulation culturelle, notamment dans les cultures urbaines émergentes parmi les jeunes. Là, je pense qu'il y a beaucoup de langages communs aussi à travers la culture qui se sont aussi mondialisés et qui sont un facteur, je pense, peut-être favorable pour un partage, pour partager ce monde-là. Ibrahima. Voilà. Question compliquée, mais je pense qu'en fait, il y a quelques jours, on parlait justement des ODD, on avait une réponse sur les ODD. Je disais aux gens qu'on est en 2021. On s'était dit, c'était en 2015, on s'était dit 2030. 2030, c'est bientôt arrivé. Déjà qu'en 2021, on est déjà le avril. Ça va passer encore plus vite. Je pense que beaucoup de choses ont été faites quand même. Beaucoup de choses ont été faites. La prise de conscience de cette problématique, qu'elle existe réellement de tout le monde. Je pense que tout le monde en a pris, sauf peut-être un qui est un peu fou furieux qui est parti il n'y a pas longtemps, mais tant mieux. Mais je pense qu'on a tous pris conscience de cette problématique qui est là, qui va nous toucher tous à notre niveau. Pays pauvres, pays riches, pays, tout ce qu'on veut. Donc, les ODD, aujourd'hui, sont intégrés dans les programmes scolaires aussi. Certains, en tout cas, sont intégrés dans les programmes scolaires. Donc, c'est dit déjà que cette prise de conscience, elle est là. Maintenant, il n'y a qu'à Faucon, parce qu'il faut peut-être à un moment arriver à l'action et faire les choses concrètement. Bon. Heureusement qu'il y a quand même des actions qui sont faites, heureusement. Même si c'est à notre petit niveau, d'accord, le temps est fini, même si c'est à notre petit niveau, ces actions quand même permettront d'avancer, de faire avancer les choses, et espérons que d'ici 2030, on aura fait quand même une grande part du chemin, même s'il reste encore quelque chose à faire. Alexandra, la confiance en nous et à la réussite. Oui, je rejoindrai ce qu'ont dit mes petits camarades. Effectivement,
2030, c'est demain, quoi. Et effectivement, parfois, on a encore l'impression d'être là à faire du plaidoyer, alors qu'en fait, on devrait déjà être dans l'action et que l'urgence climatique, elle est là, quoi. L'urgence environnementale est là, donc il faut agir dès maintenant. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ODD, c'est l'affaire de tous, quoi. En fait, c'est l'affaire de chaque citoyen, de chaque organisation, que ce soit une entreprise, une association, et c'est l'affaire des États et de la communauté internationale qui doit globalement s'engager. Et que si tout le monde ne s'engage pas dans le même sens, s'il y a des forces contraires qui agissent, il y a des chances qu'on n'y arrive pas. Donc voilà. Bien, merci beaucoup à vous quatre pour vos interventions. Merci aussi aux internautes qui ont posé des questions, qui nous ont suivis. Vous retrouverez ça évidemment en direct, en replay sur nos Facebook respectifs de l'Institut des Afriques. Je remercie au passage Dana qui était à la manœuvre et je remercie aussi bien entendu Jade et Joseph de SO Coopération pour la partie organisation, et je remercie aussi le musée de Bordeaux Sciences et Nature, le muséum de Bordeaux Sciences et Nature, pour l'accueil et en particulier Victoire Pinault, Emmanuel Hubert et Nathalie Mémoire, la directrice. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez venir au musée, je l'espère en tout cas, que vous pouvez venir au muséum pour visiter l'exposition Je prophétie à partir du 10 juin jusqu'au 31 octobre. Merci et à très bientôt.